Now, when they repeat like a mantra, Maintenant, quand ils répètent comme un mantra, nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Je suis curieux, combien de temps ça prendra-t-il? Comme en Afghanistan, où il a fallu 20 ans pour réaliser que vous aviez perdu. Ou en Irak, où vous êtes également parti, bien que maintenant vous essayez de rester, malgré la décision du Parlement irakien que les États-Unis devraient retirer leurs troupes. Ou comme en Libye, où l'État s'est effondré et maintenant tout le monde essaie de le reconstituer. Un monde multipolaire est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de plonger dans la conférence de presse que Sergei Lavrov a tenue à l'ONU après son discours du 16 juillet. Vous trouverez le discours complet dans la description, mais ici, je vais partager avec vous un extrait clé où il aborde la montée en puissance de la Chine face aux critiques de l'Occident, notamment des États-Unis et de l'OTAN. Lavrov offre une analyse percutante sur la place de la Chine dans le conflit en Ukraine et la guerre économique en cours. Après avoir visionné cet extrait, je vous donnerai mes impressions sur les points saillants soulevés par Lavrov. Restez bien jusqu'à la fin pour une analyse plus approfondie. Monsieur le ministre, je représente la télévision chinoise. Le 28 mai, le président américain Biden a déclaré dans une interview que l'économie chinoise est au bord de l'effondrement. À votre avis, quels sont les résultats de la performance de l'économie chinoise? Pourriez-vous expliquer pourquoi une économie qui, selon Biden, est au bord de l'effondrement, est de facteur décisif par l'OTAN dans le conflit ukrainien? Comment une économie au bord de l'effondrement peut-elle devenir un facteur décisif contribuant au conflit, comme indiqué dans le communiqué de l'OTAN concernant la Chine? China. Что это способствует конфликту. Как это заявление соотносится с реальностью? Китайская экономика. Comment cette déclaration se rapporte-t-elle à la réalité? L'économie chinoise se développe puissamment et rapidement. Oui, des tentatives sont faites pour l'arrêter. Récemment, lorsque le président Xi Jinping était en France, il n'était pas seulement pour parler avec Macron, mais aussi avec Ursula von der Leyen. Les représentants de l'Union européenne ont déclaré publiquement après ces négociations qu'il exigeait que la Chine réduise la production de biens de haute technologie parce que l'Occident a perdu sa compétitivité. Comment cela s'aligne-t-il avec les principes d'un marché libre et d'une concurrence loyale? L'Occident veut ralentir l'économie chinoise. En plus des demandes d'arrêter de produire beaucoup de produits bon marché et de haute qualité, des sanctions sont appliquées pour ralentir le développement technologique de la Chine dans d'autres secteurs de l'économie. Mais il ne devrait y avoir aucun doute. Plus les restrictions discréditent complètement le modèle de mondialisation et d'unité de l'économie mondiale promu par l'Occident, plus les pays contre lesquels ces sanctions sont appliquées travailleront activement et efficacement à créer leurs propres technologies et produits. Cela inclut bien sûr la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et bien d'autres. En ce qui concerne la Chine, il est intéressant que j'ai lu une déclaration, je ne me souviens plus exactement maintenant, mais je pense qu'elle a été faite par Stoltenberg. Il commentait les exercices militaires qui ont eu lieu entre la Chine et la Biélorussie sur le territoire biélorusse. Et il a sérieusement, avec un tel pathos, déclaré que c'est une affaire dangereuse parce que la Chine s'approche de l'OTAN. Mais le fait est que les Américains se sont approchés de la Chine il y a longtemps. Ils entourent la Chine et la Russie aussi, avec tout cela se passant à nos frontières, avec des structures de blocs comme OCU, les États-Unis, le Japon et la Corée. Les États-Unis et la Corée du Sud concluent des accords sur la politique nucléaire conjointe, et bien plus encore. Ils essaient de diviser la région et d'attirer certains pays dans leurs rangs, dans les rangs de ces structures de blocs fermés. L'OTAN elle-même a décidé d'avancer l'infrastructure de ce bloc dans la région Indo-Pacifique et des mesures pratiques sont déjà prises. Stoltenberg a déclaré en réponse à la question « Comment se fait-il que vous soyez toujours appelé une alliance défensive, une alliance pour la protection des territoires des pays membres ?» Oui, nous restons une alliance défensive, mais il y a des menaces pour notre alliance. Maintenant, c'est mondial, donc nous devons aller dans la région Indo-Pacifique. Mais je pense que la nature agressive et injuste d'une telle position est claire pour tout le monde. Avec la République populaire de Chine et nos autres partenaires dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans les contacts avec l'ASEAN et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, nous préconisons un modèle de sécurité qui sera eurasien. Il sera basé sur l'égalité, l'indivisibilité de la sécurité et la pleine prise en compte mutuelle des intérêts. Je pense que ce modèle a un avenir, mais ça prendra beaucoup de temps. Lorsque les États-Unis sont entrés sur la scène mondiale en Afghanistan, en Irak et en Libye, comment ça s'est-il terminé? Quels changements pacifiques pour le mieux y ont eu lieu? Maintenant, quand ils répètent comme un mantra, nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Je me demande, combien de temps cela prendra-t-il? Comme en Afghanistan, où il a fallu 20 ans pour réaliser que vous aviez perdu, ou en Irak, où vous êtes également parti. Bien que maintenant vous essayiez de rester malgré la décision du Parlement irakien que les États-Unis devraient retirer leurs troupes, ou comme en Libye,
où l'État s'est effondré et maintenant tout le monde essaie de le reconstituer. Un monde multipolaire est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé. C'est la réalité. Ce n'est pas ce que quelqu'un a imaginé. Si vous regardez la part dans le monde, si vous regardez la part des États-Unis et de l'Occident dans le produit intérieur brut mondial, il y a 50 ans, il y a 20 ans. Et maintenant, vous verrez que la situation a changé. Il y a quelques années, les pays des BRIC, en termes de produit national brut par parité de pouvoir d'achat, ont dépassé les pays du G7. Et maintenant, avec 5 autres pays ajoutés aux BRIC, ce ratio ne fera qu'augmenter. Mais les États-Unis font tout pour que ce poids réel dans l'économie et la finance mondiale des nouveaux centres de croissance ne se reflète pas dans les activités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les États-Unis conservent le paquet de vote qui leur appartient, environ 15%, ce qui, selon les règles du FMI, leur permet de bloquer les décisions. Il est depuis longtemps nécessaire de redistribuer ces quotas et ces votes, comme l'insistent les pays des BRIC. Ce sera l'un des principaux enjeux économiques et financiers du sommet des BRIC à Kazan en octobre de cette année. Au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui nous a été présentée comme le régulateur optimal et équitable du commerce mondial, la situation a changé. Dès que la Chine a commencé à surpasser les États-Unis dans la compétition, développant son économie sur les principes de la mondialisation inventés par les Américains et proposés à tous, les États-Unis ont commencé à agir. La Chine a commencé à les surpasser sur leur propre terrain économique. Les États-Unis ont simplement fermé l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Des astuces techniques ont été utilisées, et maintenant, il n'y a plus de quorum. Depuis de nombreuses années, toutes les plaintes que la Chine a légitimement adressées à la politique protectionniste des États-Unis sont restées en suspens. Par conséquent, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce est à l'ordre du jour des BRIC. Nous nous efforcerons d'atteindre cet objectif et ces sujets sont déjà et bien sûr seront parmi les principaux au sommet du G20 à Rio de Janeiro. Cette structure devrait considérer équitablement les questions réelles de l'économie mondiale et prendre des mesures pour son développement de manière à ce qu'il y ait un bénéfice mutuel correspondant à la contribution à l'économie mondiale. Maintenant, si nous prenons l'Eurasie, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique et l'ASEAN. Toutes ces structures ont des accords avec la Chine pour harmoniser les projets d'intégration avec le projet chinois de la ceinture et la route. Les pays du Golfe Persique se trouvent également ici, qui, soit dit en passant, font aussi partie de l'Eurasie. Ainsi, toutes ces organisations établissant des contacts entre elles créent le tissu des futures interactions matérielles sur le continent eurasiatique. Cela repose sur les avantages comparatifs d'un espace unifié riche en ressources naturelles et important du point de vue des communications maritimes. Nous encourageons activement ces processus. En même temps, après que les États-Unis, avec leurs alliés, ont imposé des sanctions sans précédent contre la Russie, l'Iran et le Venezuela, ainsi que contre la Chine et de nombreux autres pays, les nations d'Afrique et d'Amérique latine ont commencé à réfléchir à la manière de se protéger de tels caprices. Personne ne sait contre qui les Américains se mettront en colère à l'avenir. Parce que personne ne sait qui les Américains vont en colère dans le futur. Par exemple, lors du sommet du G20 de l'année dernière, le président Lula a activement promu l'idée de créer des plateformes de paiement alternatives et des mécanismes de règlement au sein des BRIC. Cela est géré par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des BRIC. Des recommandations seront préparées pour le sommet. Le président Lula a également suggéré d'envisager la transition vers une monnaie commune au sein de la CELAC. Tout le monde essaie de se protéger. Récemment, l'Arabie saoudite a déclaré que dans une situation où les États-Unis et tout l'Occident collectif veulent geler l'argent russe, ils réfléchiront à comment être moins dépendants du dollar. Le processus de dédollarisation est en cours et il ne peut pas être arrêté. D'ailleurs, Donald Trump a été mentionné aujourd'hui. Il a dit que c'est suicidaire pour les États-Unis. Mais ce processus a été initié par les États-Unis eux-mêmes. Par conséquent, des structures régionales telles que l'Union africaine, la CELAC et les organisations asiatiques que j'ai mentionnées sont déjà en contact les unes avec les autres. Et bien sûr, au niveau mondial, les BRIC ont toutes les capacités pour servir de harmonisateurs des processus dans d'autres régions de la majorité mondiale. Le groupe des 20 que j'ai mentionné restera certainement où la majorité mondiale continuera de communiquer avec l'Occident, si bien sûr l'Occident est prêt à le faire honnêtement. Les Nations Unies resteront là où tout le monde est représenté et où tout le monde doit communiquer. Hier, Peter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, a parlé de ce sujet. Il a dit qu'il avait toujours cru que l'ONU avait été créée pour communiquer avec tout le monde et non pour soutenir les ambitions de l'Occident. Maintenant, tout est différent. L'Occident a décidé que l'ONU avait été créée pour renforcer ses ambitions excessives et pour jouer le rôle d'hégémon sur la scène mondiale. Je pense qu'à un moment donné, les États-Unis comprendront qu'il vaut mieux faire partie d'un processus constructif que d'utiliser les sanctions et la force militaire en faisant danser tout le monde à son rythme. De plus, le rythme change souvent. Tous les 4 ans, il y a un rythme différent. Tout le monde essaie de s'adapter d'une manière ou d'une autre,
mais maintenant ils comprennent déjà que ce n'est pas facile compte tenu des spécificités des processus politiques internes aux États-Unis. Lavrov adopte une approche stratégique et réaliste face aux bouleversements géopolitiques actuels, marqués par une transition vers un monde multipolaire. Ce discours s'oppose fondamentalement à la perspective occidentale, souvent focalisée sur des résultats immédiats et des objectifs à court terme. Lavrov expose une vision à long terme, où la Russie se positionne comme acteur clé dans la réorganisation de l'ordre mondial. 1. Perspective sur la multipolarité. Lavrov décrit la multipolarité non pas comme un objectif final, mais comme un processus en cours. La Russie considère déjà vivre dans un système multipolaire, en constante évolution. Contrairement aux pays occidentaux, qui visent souvent des résultats fixes, la Russie adopte une vision plus organique du changement global, où elle n'est qu'un des nombreux acteurs. 2. Rôle des États-Unis et de l'OTAN. Un point frappant du discours de Lavrov est l'inclusion des États-Unis dans le futur système mondial. La Russie ne cherche pas à exclure Washington, mais souligne plutôt la nécessité pour les États-Unis de coopérer de manière constructive dans un environnement multipolaire. L'OTAN, perçue comme une extension des ambitions américaines, est considérée comme un obstacle, mais pas l'unique déterminant des futures relations internationales. 3. Critique de l'ordre basé sur des règles. Lavrov critique fermement l'ordre international basé sur des règles que l'Occident tente d'imposer, affirmant que ces règles ne sont ni justes ni équitables. Ce système, souvent appliqué de manière sélective, est perçu comme un outil de domination et provoque des contre-réactions, notamment de la part des pays du Sud global, qui aspirent à plus d'autonomie et à une redistribution du pouvoir. 4. Analyse stratégique versus monde fantasmé. Lavrov met en lumière la différence entre l'analyse stratégique russe et ce qu'il considère comme une vision fantasmée de l'Occident. La Russie, selon lui, base ses décisions sur des réalités tangibles, plutôt que sur des souhaits ou des récits idéalisés. Lavrov prône une lecture rationnelle des actions et des réactions mondiales, sans se laisser emporter par des visions détachées du terrain. 5. Un monde en transition. Enfin, la Russie voit dans ce processus un avenir où le pouvoir mondial sera plus distribué et où les règles seront appliquées équitablement à tous. Lavrov insiste sur le fait que la transition vers un monde multipolaire se fera naturellement, à condition que les acteurs comme la Russie jouent un rôle constructif dans cette réorganisation. En somme, le discours de Lavrov ne se limite pas à défendre la position de la Russie dans le conflit actuel, mais propose une analyse plus large de l'évolution des relations internationales. Cette vision se distingue par son approche pragmatique et systémique, opposée aux modèles plus rigides et unilatéraux de l'Occident. Il reste à voir si cette vision tiendra face aux réalités du monde en transition, mais elle ouvre la voie à une réflexion plus approfondie sur la place de chaque acteur dans ce nouvel ordre mondial. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous vos avis en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo dans vos groupes et sur vos statuts. Merci pour votre contribution. À très bientôt et que Dieu nous garde.